L'État fédéral américain a annoncé 5 328 milliards de dollars de dépenses budgétaires ou d'abandon de recettes, en réponse à la pandémie de Covid-19, soit 25% du PIB. La France y a consacré, selon le Fonds monétaire international, 174 milliards ou 8% du PIB. Selon nos économistes, Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry, il serait utile d'y ajouter 50 milliards de dépenses supplémentaires. Ces dernières n'ont, à notre avis, qu'un sens si elles visent à réduire davantage les impôts de production. Les plans américains donnent le tournis, même si les dépenses publiques y représentent 38% du PIB, là où elles atteignent 56% du PIB en France. Ce ne sont pas tant de nouvelles dépenses dont nous avons besoin que de mesures éliminant les impôts parmi les plus idiots que nous ayons dans notre code fiscal. Le premier plan de relance aura permis de franchir un premier pas en ce sens. Dans Président cambrioleur, la journaliste Corinne Laïc décrit un déjeuner début 2020 au cours duquel Emmanuel Macron reconnaît l'ineptie de notre fiscalité de production, sans néanmoins envisager de l'abaisser, faute de marge de manœuvre budgétaire. Finalement, la crise Covid aura permis d'enclencher une dynamique positive en les réduisant de 10 milliards. Cela reste pourtant insuffisant, car non content d'avoir des impôts idiots, la France en a beaucoup. Il représente 5% du PIB en France en 2019, contre 2,3% en moyenne dans les 28 pays qui composaient l'UE à l'époque, et même 0,7% du PIB en Allemagne. Contrairement à une idée reçue, cet écart n'est pas compensé par les subventions de production. Lorsqu'on calcule les impôts de production nets en déduisant les subventions de production, on observe que la fiscalité de production représentait 2,8% du PIB en France en 2019. L'Hexagone était bien plus fiscalisé que la moyenne de l'UE à 28, et a fortiori qu'un pays comme l'Allemagne avec des impôts de production nets négatifs. La baisse de 10 milliards représente seulement une réduction de 15%, quand, dans certains secteurs comme l'industrie manufacturière, il faudrait diviser la fiscalité de production par 5 en supprimant 83% pour revenir au même niveau que nos homologues. Si ces impôts sont considérés comme idiots, c'est parce qu'ils détruisent plus que ce qu'ils ne rapportent. Les impôts de production tendent à augmenter le seuil à partir duquel les entreprises sont rentables, ce qui signifie que moins d'entreprises pourront survivre. Cela a un impact évidemment direct sur la croissance et sur l'emploi. Les impôts de production créent des distorsions dans les choix des entrepreneurs. Modification du choix des facteurs de production pour produire un bien donné. Modification du choix de produire en interne ou de recourir au marché. Et enfin, modification du choix d'acheter un entrant sur le territoire national ou de l'importer. Les impôts de production contraignent les entrepreneurs à prendre des décisions inefficaces sur le plan économique, ce qui se traduit par une baisse de la production, du chiffre d'affaires et de la création de valeur. Contrairement à d'autres impôts, les impôts de production ont des effets qui s'étendent et qui s'amplifient tout au long du processus de production. Les impôts de production sont connus pour favoriser l'intégration verticale en incitant les acteurs à se concentrer afin de limiter les empilements de fiscalité ou encourager les importations. Concrètement, l'impôt de production, qui est supporté par une entreprise qui est située en amont de la chaîne de production, aura des conséquences sur l'ensemble des entreprises de la chaîne. C'est ce qu'on appelle l'effet cascade. Et cette cascade fiscale est particulièrement claire avec les impôts sur le chiffre d'affaires qui sont prélevés à chaque fois qu'un bien est vendu à une entreprise afin d'être intégré à son processus de production. Le bien initial est taxé, puis retaxé à chaque fois qu'il change d'entreprise, jusqu'au moment où il devient un bien final. Ainsi, plus il y a d'étapes de production, plus le produit sera taxé. Il peut devenir préférable, dès lors, d'intégrer verticalement l'activité et ou de recourir aux importations, même si ces solutions sont moins productives lorsqu'on l'on raisonne hors fiscalité. Facteur aggravant, cette fiscalité n'est pas représentative de la performance de l'entreprise. Les assiettes des impôts de production dépassent la seule création de richesse relevant de l'entreprise. Elles n'offrent pas d'indication sur sa performance et sa capacité contributive. Elles sont redoutables pour les activités à marge faible et ne se contractent pas lorsque les performances sont moins bonnes, ce qui rend ces impôts insensibles à la situation financière des entreprises. Ces impôts constituent déjà en temps normal un contresens, en particulier pour les activités à faible marge, comme il y en a pléthore dans l'industrie. En période de crise sanitaire, la diminution des impôts de production est encore plus urgente pour soulager l'appareil productif français. Dans cette perspective, la mise en place d'un nouveau plan de relance visant une baisse d'au moins 35 milliards des impôts de production aurait les caractéristiques d'un excellent investissement, d'autant plus
que cette mesure pourrait à terme ne rien coûter aux finances publiques. Cela serait donc la meilleure mesure de relance que l'on puisse offrir à la société française, à condition évidemment de compenser le manque à gagner des collectivités locales.